Donc aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de l'architecture durable au Japon, Jizoku Kanona Kenshiku, l'expression japonaise. Je vais vous parler de cette présentation selon trois parties. Donc la première, c'est effectivement le contexte historique et vous donner une définition de cette expression d'architecture durable au Japon. Cette partie, je vous prie de m'excuser, il y a quelques dates, voilà, c'est une petite chronologie que je vais vous expliquer. La définition la plus couramment donnée au Japon sur l'architecture durable, donc c'est une définition donnée par l'organisation AIJ, Architectural Institute of Japan. Donc c'est une définition qui est donnée selon trois points. Le premier, c'est pour économiser l'énergie et les ressources, recycler les matériaux et minimiser les émissions de substances nocives tout au long du cycle de vie du bâtiment. Dans un second temps, il s'agit d'harmoniser en fait la construction avec le climat, les traditions, la culture et le milieu environnant local. Enfin, dans un troisième temps, c'est une construction qui doit être en mesure de soutenir et d'améliorer la qualité de vie humaine tout en maintenant la capacité de l'écosystème à aller au niveau local et au niveau mondial. Donc, en quelques dates clés pour l'apparition en fait, de cette notion d'architecture durable, ça démarre à l'ère Showa, donc au milieu de l'ère Showa, entre les années 1950 et 1960, où on a vu en fait une apparition de premiers mouvements d'habitants dits Jumin Undo, en fait, qui se sont manifestés lors d'une crise de la pollution pour manifester et alerter le gouvernement par rapport à la situation. Ensuite, on intervient en 73 avec une date très importante qui est le premier choc pétrolier. Donc, à cette date, on a une flambée du prix du pétrole brut et une pression sur les économies modernes. Pardon. Ça déclenche en fait au Japon une prise de conscience sur la nécessité d'économiser l'énergie. On s'est rendu compte que les ressources naturelles étaient limitées. Voilà, donc c'est une prise de conscience à partir de 73. Ensuite, l'apparition de la notion de développement durable qui intervient donc relativement tard au XXe siècle, donc c'est à la fin des années 80, en 87. Elle émerge en fait suite à une conférence mondiale pour l'environnement et le développement qui a été organisée par le Premier ministre de Norvège, Brundtland, dont on connaît le rapport Brundtland qui a été rédigé à la suite de cette conférence. L'ère essai, quelques dates clés également. Donc, dans les années 90, il y a cette prise de conscience des problèmes environnementaux graves, le réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité. En 92, cette conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui a donné lieu en fait par la suite à l'agenda dit 21, qui a été un premier plan d'action international pour prendre des mesures adaptées face aux enjeux. En 97, le Japon en fait a une place très importante avec le protocole de Kyoto qui a été adopté, rédigé, qui est en fait en quelques mots un protocole qui engage les pays développés à réduire leur émission de CO2. Donc à partir de cette date, le Japon en fait a changé d'orientation dans sa politique environnementale. Enfin, en 90, il y a une apparition de la notion de Life Cycle Cost, LCC, qui s'est ensuivi en fait de l'effondrement de la bulle économique au Japon. Je vous prie de m'excuser pour ce tableau un peu complexe et je termine cette partie en fait avec quelques dates clés qui sont liées en fait à des lois liées à l'environnement. Donc ça démarre en 79 avec cette première loi sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, en japonais Enerugi no Shiyu no Gaiyuka ni Kansuru Oritsu. Donc de cette première loi en fait dépend la réglementation thermique au Japon. Pour faire le parallèle avec la France, c'est comme les RT, réglementations thermiques, qui se sont également développées dans ces années-là en France. En 91, cette loi pour la promotion de l'utilisation des ressources recyclables a été un événement majeur pour les constructions, amener des constructions durables. En 98, cette création de Japan Sustainable Building Consortium, qui est devenue une organisation pour la mise en place de bâtiments écologiques. Donc c'est à partir de cette date, on a commencé
à mettre en place en fait, des organisations qui allaient dans ce sens-là. Toujours en 98, un programme dit Top Runner, qui est très important pour les nouvelles constructions, c'était de mettre en avant la réduction au maximum des consommations énergétiques pour les ouvrages. Donc de ce programme, en fait, a découlé plusieurs nouveaux types de projets architecturaux. Je vais assez rapide sur les dernières dates. En 2000, cette loi sur le recyclage des matériaux qui a rendu responsables les entrepreneurs pour le tri et le recyclage des déchets de construction et de démolition. En 2008, le gouvernement a lancé un plan d'action pour la construction d'une société à faible émission de carbone. Donc aujourd'hui, le Japon est engagé, comme beaucoup de pays développés, à faire que la société aille vers une neutralité carbone, en fait, dans un premier temps à horizon 2030 et ensuite plus tard à horizon 2050. Enfin, dernière date clé, ce système de Housing Eco Points, en japonais Jutaku Eco Pointo, qui a encouragé en fait les constructions écologiques et les rénovations. Donc on voit que c'est une date qui est assez récente, qui encourage l'architecture durable. En deuxième partie, donc, je vais vous parler assez rapidement de cette promotion de l'architecture durable au Japon au début du XXIe siècle, et je vais vous exposer les grandes lignes d'un système d'évaluation des performances environnementales des bâtiments. Donc en 2000, la charte environnementale pour un environnement mondial a précisé plusieurs enjeux principaux: la longévité, la symbiose, la conservation de l'énergie, la conservation des ressources et la cyclicité, ainsi que la succession. Donc le Japon, en fait, est quelque part, à mon sens, un fer de lance dans la promotion de l'architecture durable à l'échelle mondiale. Pourquoi? En 2005, il y a eu ce premier événement majeur qui s'est déroulé à Tokyo. C'est une conférence mondiale pour la construction durable, donc, qui a été organisée par le gouvernement, donc le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports. C'est un événement qui a en fait rassemblé plusieurs profils de personnes différentes, donc des chercheurs, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des fonctionnaires, mais également des étudiants du monde entier. Donc c'est vraiment un événement collectif de personnes qui sont rassemblées pour réfléchir sur les sujets de construction durable. Les objectifs étaient multiples. C'était vraiment, dans un premier temps, de diffuser des expériences de terrain, des connaissances, à travers des études de cas de projets au Japon très concrets. Ensuite, c'était l'idée d'informer en fait les clients, les utilisateurs, mais également la communauté de la construction, pour mettre en place en fait des systèmes pour construire entre guillemets mieux. Et enfin, l'idée c'était de montrer comment on pouvait livrer des bâtiments dans un contexte urbain soutenant des modes de vie durables. Donc en quelques mots, pour résumer sur cet événement, c'est parti d'un brainstorming. Les gens se sont mobilisés, donc comme je le disais, plusieurs profils de personnalité, pour ensuite proposer des actions très concrètes. Ensuite, un deuxième événement majeur en début du XXIe siècle au Japon, c'est l'Expo 2005 Aichi. Donc, comme son nom l'indique, c'est une expo universelle, la première d'ailleurs qui s'est déroulée dans le monde, et qui s'est déroulée dans la préfecture de Aichi. Donc l'intérêt en fait de cette expo, c'était de souligner, de mettre en avant les problèmes mondiaux environnants urgents, et de montrer de reconsidérer en fait la relation entre architecture, nature et l'humain. Donc le thème principal de cette expo, c'était vraiment la minimalisation des déchets de construction. Donc en fait, ils ont évoqué ce système des 3 R, donc, qui renvoie aux notions de réduire, réutiliser et recycler à toutes les étapes de construction du projet, donc de la planification de la construction jusqu'à l'exploitation du bâtiment. Donc là, je vous ai mis 2 images assez emblématiques de cette exposition. Donc celle de gauche, c'est le pavillon du gouvernement du Japon, qui en fait a été construit, comme je le disais, avec ce système des 3 R. Donc en fait, les organisateurs de cette exposition ont mis au point un circuit court, avec des matériaux locaux, des artisans locaux, des industries,
pour mettre en œuvre avec des modules pour chaque pavillon de cette exposition, mettre en avant donc ce système d'assemblage assez rapide, c'est presque de la préfabrication en fait, mais sur place pour donc construire ces architectures temporaires. À droite, on peut voir une école en fait qui a été construite avec du bois local issu des constructions temporaires de cette exposition. Donc on voit que à la suite de cette expo, les matériaux de construction ont été réutilisés pour des objectifs non, des projets non temporaires, mais des projets sur le long terme. Donc, comme je le disais, un système d'évaluation des performances énergétiques des bâtiments. Donc là, on parle de CASBI au Japon. À travers la carte, on peut voir que CASBI a des équivalents dans le monde entier. Donc, par exemple, en France, HQE, haute qualité environnementale, BREEAM en Angleterre. Donc voilà, CASBI, en fait, est apparu en 2001. C'est un projet issu d'un projet commun entre des industriels, le gouvernement et des universités. En 2003, on a eu la première publication officielle de l'édition de ce manifeste, en fait, de cet ouvrage qui s'adresse en fait aux constructions neuves. Donc c'est vraiment une collaboration entre des universités, des industries et les gouvernements locaux. Plusieurs objectifs en fait qui découlent de CASBI. Donc dans un premier temps, c'était d'améliorer la qualité de vie des gens et de réduire l'impact des constructions pendant tout le cycle de vie des bâtiments et d'en réduire du coup les charges environnementales, que ce soit pour une maison individuelle à une ville tout entière. Donc on voit que CASBI, en fait, c'est un système qui s'applique à toute échelle de projet. Dans un deuxième temps, la réglementation évolue, les retours d'expérience sont très importants, donc la construction, elle aussi, évolue, et donc CASBI, en fait, se met ponctuellement à jour au fur et à mesure des années pour rester pertinent. Troisième objectif, c'était de minimiser en fait la consommation d'énergie tout en profitant d'un cadre de vie confortable, culturel et civilisé au sein de l'habitat. Je n'ai pas le temps de revenir en détail sur comment le calcul est fait pour une construction écologique qui est certifiée CASBI, mais très schématiquement, à travers le schéma que je présente ici, on voit qu'il y a la construction neuve, donc qui est dans un site donné, et que CASBI, en fait, va prendre en compte tout ce qui gravite autour du projet. Donc le bâti existant, l'environnement, la végétation, le sol. Donc CASBI, en fait, s'applique essentiellement à la construction, au projet neuf, mais prend en compte dans le calcul tout ce qui gravite autour. Donc c'est un système qui, au fur et à mesure des années, s'est déployé dans beaucoup de villes importantes du Japon. Comme je le disais, donc c'est un système qui s'applique pour les constructions neuves. En quelques chiffres, CASBI, donc en 2015, le gouvernement a recensé 16 471 bâtiments qui ont été certifiés CASBI, donc qui ont prouvé une viabilité écologique. En 2016, on a recensé plusieurs types de projets, donc à savoir 330 bâtiments, que ce soit des constructions nouvelles, existantes ou des rénovations, 119 maisons individuelles, et ainsi que 92 bâtiments issus de la promotion immobilière. Je passe à la troisième et dernière partie de cette présentation, en fait, où je vais vous parler d'une forme de réinvention de l'architecture traditionnelle à travers des cas d'études de projets architecturaux contemporains menés par plusieurs types d'architectes. Donc, un premier cas d'étude, c'est ce projet prototype de maison individuelle, la LCCM Demonstration House, qui a été conçue par l'architecte Koizumi Masao en 2009 sur le campus de Building Research Institute dans la préfecture de Ibaraki, juste au nord de Tokyo, à Tsukuba. Donc en quelques mots, c'est un projet qui a été livré en 2011, donc conception a duré 2 ans. C'est une maison dite Top Runner qui fait référence au programme que j'ai énoncé en première partie dans le tableau. Qu'est-ce que c'est en fait cette maison? C'est une maison individuelle qui génère plus d'énergie
qu'elle n'en consomme. Donc il y a un système de maisons passives et de maisons plus que neutres, en fait, elle produit de l'énergie. Plusieurs objectifs concernant ce projet, c'était effectivement de réduire les émissions de CO2 à toutes les phases du projet, donc que ce soit de la production à la construction, à l'exploitation même du bâtiment, jusqu'à sa démolition. Tout cela a été permis en fait en équipant ce bâtiment avec des équipements à haut rendement et une technologie passive qui dépend de la ventilation naturelle. Je reviendrai un petit peu après dessus. Ce bâtiment, en fait, permet d'utiliser en fait les énergies renouvelables avec justement l'introduction du photovoltaïque et du solaire thermique en toiture. Et enfin, l'utilisation des matériaux de construction recyclés. Donc là aussi, comme l'Expo Daiichi, on a une vision on a une démarche d'utiliser des matériaux naturels et recyclés, qui permet en fait de limiter les émissions de CO2 pour la construction. Concernant en fait ce projet, si je rentre un peu plus dans des explications architecturales, donc on peut voir qu'en plan, c'est un projet qui est dessiné tout en longueur, d'est en ouest, donc qui permet en fait, vu il est assez peu large mais très étendu, il permet en fait d'avoir un certain gain du soleil, notamment au sud, avec cette zone tampon qui fait référence en fait à l'Engawa, qui dans la tradition sont des véritables vérandas en fait dans la maison traditionnelle japonaise. Donc là en fait on voit que dans cette architecture contemporaine on a des retours en fait sur certaines caractéristiques de l'habitat vernaculaire, de l'habitat traditionnel en tout cas. En coupe de deuxième élément, on voit qu'en fait c'est un bâtiment qui est assez petit par sa taille, c'est 2 niveaux, c'est une maison. Des niveaux en fait liés aux activités humaines, mais entre les activités humaines, on voit aussi que les éléments naturels, notamment la lumière et le vent, sont pris en compte. Donc il y a, en coupe, on peut voir que les éléments, il y a des espaces en fait dits techniques qui permettent en fait l'utilisation intelligente des ressources naturelles. Les fondations de ce bâtiment en fait sont assez minimes par rapport à d'autres constructions. On voit que cette construction repose sur de fins pilotis en béton. Ça permet en fait justement de faire des économies sur du coulage en grande quantité de béton. Concernant la façade, on peut voir elle est dite un peu technique. Les ouvertures, donc il y a plusieurs couches, on peut le voir avec ce petit graphique, que les ouvertures en fait sont connectées entre elles et au fur et à mesure des saisons où le jour et la nuit, elles vont changer et il y aura des combinaisons qui vont faire que la lumière va rentrer, les ouvertures pourront s'ouvrir. Voilà, c'est une façade dit un peu technique. On est dans une logique de high-tech. Comme je le disais, voilà, donc c'est un prototype qui change en fonction des tendances environnementales, donc qui agit vraiment avec le climat local. La façade sud capte de l'énergie, elle est très ouverte. Et enfin, pour conclure sur ce projet, les persiennes sont en bois et non en PVC pour justement cette logique d'utiliser en fait ces matériaux naturels. Donc voilà pour ce premier cas d'étude. Ensuite, j'aimerais vous parler très rapidement de cette agence d'architecture qui est jeune, en fait, Tomito Architecture, composée de ce duo d'architectes Tominaga Mio et Ito Takahito. Pourquoi je vous présente en fait cette agence, ce duo d'architectes? C'est à mon sens en fait un type d'architecte qui aujourd'hui au Japon veut faire passer un message fort, veut s'engager avec des pratiques architecturales qui se renouvellent en fait, en quelque sorte. Donc là, je vous mets en fait ce projet de maison Kasako qui est situé à Yokohama. Le programme en fait est multiple, c'est un salon communautaire, mais également une maison partagée et une chambre chez l'habitant. Donc c'est une construction en bois qui fait référence à traditionnelle construction japonaise poteau-poutre en bois. C'est une maison partagée, comme je le disais, où en fait les architectes, comme on peut le voir dans l'illustration, ont à tout moment du processus de conception réfléchi pour l'habitant avec l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, les architectes se sont dit on va livrer un projet, mais on va faire participer les futurs utilisateurs.
Donc c'est ce que expriment les petits croquis des architectes. Et la photo, en fait, montre en réalité que les futurs habitants, et en tout cas les habitants du quartier, ont participé même à la construction d'une partie de cette maison. Donc là, notamment, on voit les habitants locaux déposer le pavage, en fait, de cette maison. Et les espaces, en fait, pour conclure, sont flexibles, c'est-à-dire que les architectes ont dessiné des espaces qui peuvent changer en fonction des activités. Donc la semaine, on a certaines activités. Ces espaces peuvent être transformés pour recevoir des fonctions de toute autre nature, par exemple le week-end. Ensuite, j'aimerais vous parler rapidement de ce deuxième architecte. Donc, c'est une deuxième agence de jeune génération d'architectes, Fuminori Nosaku Architects. Nosaku, en fait, lui, intervient beaucoup avec les matériaux naturels, les rénovations, le réemploi, le recyclage, toutes ces notions-là, en fait. J'ai sélectionné en fait ce projet, mais il fait beaucoup de projets écologiques. Mais pourquoi j'ai sélectionné ce projet? C'est d'ailleurs un des plus récents. Et lui, en fait, a construit cette maison, donc Akeno Raised Floor, dans la préfecture de Yamanashi, en utilisant exclusivement des matériaux biosourcés. Biosourcés, donc, qu'est-ce qu'on a? On a du bois, on a une structure en bois, on a de l'isolation des murs en ballots de paille, et on a des planchers et des plafonds isolés en fil de bois. On peut voir à travers l'image que l'architecte, en fait, s'est beaucoup préoccupé de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a livré un projet qui repose également sur de fins pilotis recyclables en acier. Donc, il y a un faible impact sur le sol naturel. Il n'y a pas d'artificialisation du sol. On peut voir, comme je le disais, donc c'est principalement l'utilisation de matériaux biosourcés. Et là aussi, on a effectivement dans le dessin de cette maison un petit rapport un petit rappel à retour à la tradition avec cette intégration de la fameuse véranda Ngawa pour la façade sud. Et on a également un grand débord de toiture pour obtenir un ensoleillement optimal. Je vais terminer cette présentation en vous parlant de trois architectes qui, eux, sont un peu plus âgés que les deux précédents. Et ce sont des architectes donc établis. Ils ont construit leur agence à la fin de l'explosion de la bulle spéculative au Japon, donc dans les années 90. Donc c'est des architectes qui sont très publiés. On les connaît, j'imagine, tous pour la plupart. Kuma Kengo, Sambuichi, Hiroshi et Yamashita Yasuhiro. Donc, ce sont trois en fait, architectes qui ont qui ont un positionnement assez fort dans leur pratique. Ils sont assez critiques en fait sur ce qu'est l'architecture qui a été construite au XXe siècle. Et donc, eux veulent un peu renouveler euh, et avoir un message aussi fort en disant voilà comment nous on peut faire différemment. Donc, je vais vous parler en fait de quelques projets que j'ai sélectionnés de ces architectes. Donc, je vais commencer par Kuma Kengo. Yusuhara Wooden Bridge Museum, qui est situé dans la préfecture de Kochi, où en fait Kuma Kengo a veillé à ce que ce projet soit exclusivement construit avec des matériaux naturels locaux. Donc en fait, ils ont utilisé pour tout ce qu'on voit en image, là, tout ce bois qui a été utilisé pour la construction est issu de cèdres locaux. Donc il y a une logique d'utiliser vraiment aussi ce système de circuits courts. Le prédimensionnement des sections en bois de ce projet a permis en fait de mettre en place une manufacture locale avec des artisans. Ça a permis en fait à l'architecte de faire une architecture locale, s'inscrit dans un environnement local, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il a permis de soutenir les industries locales, les économies et les artisans locaux. Donc, il était dans un objectif de faire que son projet vraiment apporte quelque chose de différent à une région où l'économie a été un petit peu affaiblie pendant quelques années. Toujours Kengokuma, toujours dans la même préfecture et dans le même village. Un autre exemple de projet où Kuma Kengo en fait utilise également des matériaux naturels de toute autre nature. Donc là, on voit pour ce community market que le chaume
a été utilisé en façade. Le chaume, c'est quand même un matériau traditionnel dans la construction, dans l'histoire de l'architecture japonaise. Certains temples sont en chaume, beaucoup de maisons sont en chaume, notamment dans les régions de montagne très enneigées. Le chaume, avec ses grandes épaisseurs en toiture, prouve une grande performance thermique, en fait, en termes d'isolation. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire passer comme message Kuma Kengo à travers ce projet? Il a voulu combiner à la fois le passé, le présent et le futur en prenant des matériaux ancestraux, en les combinant avec une technologie contemporaine. Ensuite, Sambuichi architecte, le deuxième architecte dont je vous parlais, lui, en fait, a une démarche très particulière. Il a une démarche très particulière. Il fait ça pour l'ensemble de ses projets. Là, je vous montre le Naoshima Hall, où en fait, cette démarche, elle résulte en quoi? Elle résulte en fait en l'étude du site pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, avant de bâtir, de poser la première pierre de cet édifice, Sambuichi, en fait, dans ce village de Omunra, a étudié le site pendant 2 ans et demi pour y comprendre à la fois l'histoire du village, comprendre les caractéristiques morphologiques et climatiques de l'île, donc il s'est vraiment intéressé au climat local, pour ensuite proposer une forme d'habitat vernaculaire. Donc on peut voir que dans le langage architectural de l'architecte, on a une référence également au passé, avec cette grande toiture qui fait référence aux toitures classiques des temples japonais. Cette toiture, elle n'est pas juste une référence, elle est aussi très technique. Donc, il y a une histoire de principe de puits canadien, où en fait la toiture a des ouvertures qui permettent de recycler l'air à l'intérieur du grand hall. Il y a une logique aussi, comme je l'ai montré dans un précédent projet, de système passif en fait, pour le confort thermique. Donc en gros, Sambuichi, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un architecte qui construit avec des matériaux naturels, mais qui s'intéresse énormément aux éléments naturels. Il parle de matériaux en mouvement. Donc ça, c'est vraiment le vent, l'air, la pluie, tous ces éléments-là qu'il prend en considération dans le processus de conception de son projet. Enfin, je vais terminer cette présentation avec ce dernier cas d'étude. Donc c'est Yamashita Yasuhiro avec son atelier Tekuto qui a bâti cette maison individuelle au centre de Tokyo. La demande des clients était très claire. C'était en fait de construire un bâtiment en béton, mais qui paradoxalement soit écologique, donc respectueux de l'environnement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'architecte avec son équipe, comme Sambuichi, en fait, ont étudié le site, ils ont essayé de comprendre et de décortiquer vraiment la demande du client et de voir ce qui était possible de faire. Donc, pour répondre à la demande du client, ils ont conçu en fait un béton dit bas carbone issu de roches volcaniques. Ils sont allés en fait récupérer des substrats, des extraits de roches volcaniques, pardon, d'un volcan en éruption dans la préfecture de Kagoshima. Donc là, en fait, l'architecte s'est positionné comme un scientifique. Il s'est associé en fait avec des universitaires. Donc les quelques images que je vous montre sous le projet, en fait, sont vraiment une association intime et très étroite avec l'université de Tokyo et des industriels du béton, où en fait l'architecte a fait des tests avec tous ces gens-là pour voir comment pouvait se comporter ce béton et en quoi il pouvait être neutre en termes d'émissions de CO2 et pour sa fabrication. Donc voilà, ce dernier projet montre une fois encore que l'architecte fait des recherches et s'associe en fait avec des scientifiques pour mettre au point ce type de construction écologique. La conclusion en fait de cette présentation, elle réside en fait sur une architecture japonaise ancestrale qui, dès le début de son histoire, en fait, s'inscrivait, était en harmonie avec la nature. Donc elle puisait en fait ses ressources à travers une culture locale. Là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans cette présentation. On voit que les architectes en fait ont une démarche assez scientifique. Ils sont pas en fait les seuls décisionnaires, les seuls arbitraires des choix
pour mettre une écologie dans la construction en place, ils vont s'associer en fait avec des gouvernements, avec des entrepreneurs et avec des scientifiques, comme on a pu le voir avec la maison individuelle que je vous ai présentée juste avant. J'ai voulu aussi montrer que les architectes aujourd'hui qui construisent des constructions durables sont à la fois des architectes issus de la jeune génération, mais également certains architectes établis. Enfin, à mon sens, et comme on a pu le voir en fait suite au désastre de mars 2011, les architectes en fait ont changé de comportement vis-à-vis de la construction suite à ce qui s'est passé en fait à Fukushima. Donc, j'aimerais vous donner des nuisances, c'est-à-dire il y a d'autres points de vue possibles. Par exemple, au Japon, il y a des Issei-jingu, par exemple, Tompo Issei, qui date très longtemps, mais c'est la durabilité très courte. Chaque 20 ans, ça se reconstruit. Donc, c'est critiqué comme gaspillage de matériaux. Mais Issei-jingu a une forêt qui est gestionnée avec des forêts. Donc, c'est de plus en plus, ça grandit maintenant. Et d'autres, il y a un système de réutilisation systématique et hiérarchique des sanctuaires. Donc, les bâtiments qui sont renouvelés, détruits, sont réutilisés par les autres sanctuaires hiérarchiquement. Donc, ça aussi, chaque 20 ans, ça se continue à se démonter et reconstruire. Et ça, c'est un autre point de vue de durabilité. Et 20 ans, c'est trop court. La raison pourquoi, c'est afin de continuer ce style de Issei-jingu, il était nécessaire de maintenir la qualité de la main-d'œuvre. Donc, la formation des artisans était nécessaire. Un autre exemple, c'est aussi sanctuaire, mais sanctuaire d'Itsukushima Jinja. Vous savez peut-être, Itsukushima Jinja, c'est à Miyajima, à Hiroshima. Ça, c'est fréquemment endommagé, puisque c'est au bord de mer. Et toutes sortes de catastrophes, typhons, grands marées, et tremblements de terre, ou même tsunami, ça a été attaqué. Donc, mais à chaque fois, c'est réparé très rapidement. C'est parce que les membres sont attachés ensemble avec des cordes, sans résistance inutile. Donc, ils ne refusent pas, ils ne résistent pas, mais les membres sont ramassés tout de suite. Et donc, ça, c'est réparable tout de suite. Et un autre exemple, c'est pour Shosoin. Shosoin, vous connaissez? Shosoin, c'est peut-être Azekura, vous connaissez peut-être mieux. Shosoin, c'est un stockage d'Azekura. Azekura, c'est un membre en triangulaire sont utilisés. C'est très durable parce que le bois d'utilisation est durable. C'est parce que la durabilité des matériaux de bois est différente entre le diamant et le bronze épais. La partie épais est différente. La partie blanche est, dont la durabilité est très courte. Mais la partie au centre, c'est assez dur et durabilité assez bon. Donc, la Azekura, c'est la partie seulement qui utilise. Donc, l'utilisation de membres triangulaires, on voit à partir pour éviter l'utilisation de parties blanches. Ces trois choses sont donc pour la durabilité. Mais d'autres exemples, c'est Palais de Katsura. Palais de la Katsura, ça s'est construit en 1615, mais 1641, ça agrandit, la première partie agrandie, et 1666 à 3, encore agrandi.
dans une période très courte, ça s'agrandisse. La raison pourquoi, c'est chaque fois c'est héritage. Donc, dû au héritage, le propriétaire se change. Et donc, rénover à cause du mariage ou rénover pour les libertés des invités où les Japonais aiment les nouveautés tout le temps. C'est un peu contradictoire. Et de plus, si on regarde, il y a beaucoup de rénovations faites dans un terme très court. C'est pour s'adapter au changement de mode de vie ou changement de système d'équipement. Et donc, durable, c'est quoi à ce moment-là? C'est donc la durabilité n'est pas suffisamment longue, mais les gens préfèrent quelque chose de nouveauté pour éviter de mode de vie plus adapté. Ces quatre exemples sont très différents que la question, ce que vous avez proposé. Donc, pour éliminer le CO2, il y a beaucoup de méthodes qui ne sont pas contenues dans le CASB, mais peut-être Kuma Kengo reconnaîtrait ce système. Ou bien Sambuichi reconnaît le système ancien. Mais pourtant, il construit des choses nouvelles. Et vous avez parlé de toujours au nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment, mais on ne sait pas la durabilité. Donc, là, si la première idée est toujours gardée pour 100 ans ou pour 200 ans, si c'est possible, on ne sait pas très bien. Et donc, il y a ces quatre exemples, peut-être, si vous pouvez inspirer de ces quatre exemples, vous pouvez améliorer le système de architecture durable. Merci beaucoup de cette réflexion en fait sur qu'est-ce qu'on entend par durabilité. Est-ce que c'est une question des savoir-faire qui doivent être durables, des techniques, des matériaux, des modes de vie? Et est-ce qu'il ne faut pas la mettre en lien avec la notion d'évolutivité dont vous avez parlé, par exemple avec Katsura ou avec d'autres bâtiments, où on peut faire évoluer le bâtiment? Donc, moi, c'est mon commentaire hein, par rapport à votre travail. C'est vrai que d'observer les définitions administratives, technico-administratives, gouvernementales, c'est intéressant, mais il faut essayer de les articuler justement. Est-ce qu'elles ont du sens? Est-ce que cet arsenal législatif a un sens? Et que produit-il dans l'évolution de la construction? Est-ce que ça a un effet ou pas? Parce que vous nous avez montré des chiffres où on voit qu'il y a eu 92 maisons individuelles qui ont été construites en tenant compte des nouvelles normes. Enfin, c'est un chiffre, c'est mieux que zéro, c'est sûr, mais 92 maisons, quand on voit les centaines de milliers de maisons qui sont construites au Japon, on a l'impression que ça n'évolue pas. En fait, on a beau faire des lois, un arsenal de lois toujours plus compliqué, technique, parce que CASB, c'est quand même très, très complexe. C'est compter sur la technique. La technique va nous sauver, quoi. Et donc, peut-être par rapport à cette question de la durabilité, en effet, se poser la question sur le sens de la durabilité. Qu'est-ce qui est durable? J'avais une question à vous poser au sujet de la LCCM Demonstration House, Oui. donc, qui a été livrée en 2009, si je comprends bien. En 2011, oui. D'accord. Est-ce que cette maison, en fait, est un prototype ou est-ce qu'elle est maintenant habitée? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est un projet effectivement prototype. Donc, ça veut dire que personne n'habite dedans. Tout ce qui est démontré techniquement sur l'utilisation des ressources naturelles, tout ça,
sur le papier, c'est dit très clairement de manière scientifique, mais c'est vrai que personne n'habite dans cet habitat. Donc l'architecte, en fait, a vraiment voulu mettre en place un nouveau type d'habitat, mais où en fait, juste on va y mesurer, on va y faire des mesures, des calculs pour y voir les performances énergétiques, la consommation énergétique, mais sauf si je me trompe, je pense que personne n'habite dedans. Notamment, elle est construite sur un campus universitaire. Donc, je pense qu'elle reste vraiment dans le cadre d'études en fait, qui sont menées sur les comportements physiques de cet habitat. Oui, je comprends bien. Donc, vous dites qu'il y a des capteurs qui mesurent un certain coefficient d'ensoleillement, les températures, les degrés d'hygrométrie, toutes ces choses-là. Mais parce que quand on habite, ce n'est pas le même ressenti, si vous voulez. Il peut faire 18 degrés dans un habitat et puis on peut y avoir chaud comme froid. Et ça, c'est vraiment l'usage d'un lieu qui fait qu'on a cette perception des ambiances propres à un lieu. Alors, en fait, ma question, c'était surtout, est-ce qu'on a un retour d'expérience pour les usagers sur ce type de construction? Alors, pas sur celle-ci, puisqu'elle n'est pas habitée, mais au-delà, en fait, de la performance énergétique et du projet lui-même, quel est le vécu dans ce type de logement? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que c'est confortable ou pas? Voilà. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples où on a ce retour d'expérience? La LCCM Démonstration House, ça, en fait, c'était le premier projet prototypaire de cette logique de bâtiment passif, en fait, de ce que j'ai compris de mes recherches au Japon. Le gouvernement, en fait, par ailleurs, a rappelé l'architecte et ils ont reconstruit d'autres prototypes similaires, en fait, pour décupler vraiment le nombre de constructions passives. Alors, vu que ça, c'était le premier projet, je pense qu'ils se sont basés sur ce premier projet pour améliorer des choses sur ce qu'ils ont construit par la suite. Je n'ai pas eu accès à des rapports de retour d'expérience d'habitants qui vivaient dans les nouveaux prototypes qui ont été construits, mais j'imagine que l'idée est justement de développer pour que des gens puissent y vivre. Mais je n'ai pas eu accès en fait à ces retours d'expérience malheureusement, mais je sais que cette construction LCCM a donné lieu en fait à vraiment un mouvement de construction passive par la suite. Donc j'imagine que l'idée c'est vraiment de pouvoir livrer à des habitants des habitats passifs. En fait, j'aimerais juste faire le parallèle avec ce qui se fait en Allemagne, les livraisons de maisons passives. L'Allemagne est assez pionnière dans le domaine et des gens vivent dedans. Donc, je pense qu'au Japon, voilà, ils ont commencé par faire des tests pour ensuite ajuster, effectivement, peut-être, pour que des gens puissent y vivre. Peut-être que, en fait, même si c'est sur un campus, on peut habiter sur un campus à un moment donné. Quand on est étudiant, professeur invité, ça arrive qu'on habite sur un campus. Et il y a des maisons qui sont construites d'ailleurs pour évidemment, ça peut être pour quelques jours. Parce que ça pourrait être intéressant de savoir si malgré tout, il y a eu donc un équipement de cuisine, un équipement d'une salle de bain, parce que c'est là aussi où il y a des choses qui évoluent. On n'est pas uniquement avec l'air environnant. Donc, ça pourrait être intéressant de voir ça, si même en tant que test, ça a pu être testé avec des habitants même temporaires. Donc, ça, c'est une piste aussi justement pour continuer. Et puis, pour le bâtiment à Naoshima, moi, j'avais eu des échos et je suis allée le voir. Et c'est vrai qu'il est assez exceptionnel et que tout le processus est assez fascinant. La relation avec l'eau, le ruissellement, tout le travail sur la topographie, sur tout ça, c'est assez extraordinaire. Mais d'après ce que l'on m'a dit, les habitants utilisent extrêmement peu ce bâtiment pour des questions acoustiques. Il est beaucoup trop bruyant. Ce bâtiment, après, c'est vraiment, de ce que je comprends, un bâtiment communautaire qui est composé de plusieurs entités qui rassemblent en fait les personnes. Mais à mon sens, personne ne vit au quotidien. Oui. Non, mais Il est prévu c'est un bâtiment communautaire pour faire des réunions, des activités de groupe, se rassembler. Des cérémonies, des spectacles, des choses. Et il n'est pas du tout adapté. En revanche, pour la lumière, pour la température, pour l'humidité, pour vraiment une atmosphère, il est absolument exceptionnel en termes d'usage. Donc, oui. Donc là, c'est un problème.
assez crucial en fait, justement, qui est de se demander comment le passage se fait, y compris avec des bonnes intentions, et un processus assez fascinant de relation à l'existant en particulier, comme il l'a fait, pour, une fois que les choses sont réalisées, ne plus être là pour ce qui était prévu. Alors, peut-être que ça peut vouloir dire, dans ce cas-là, en faire autre chose, mais le lien à la communauté, là, elle est, pour la, bon, moi, j'y suis allée il y a quelques années. Je ne sais pas si, entre-temps, ils ont trouvé quelque chose ou des modalités de modification ou d'adaptation. Peut-être que des inventions se sont faites, hein, entre-temps. À voir, oui. En tout cas, il y a un problème, apparemment, un problème acoustique important, et qui est important puisque c'est un bâtiment à visage communautaire où, a priori, on se réunit, on fait des spectacles, des cérémonies, où il va y avoir plusieurs personnes qui vont parler, voire des haut-parleurs, voilà. Oui. Donc, c'est un peu gênant quand même. Oui, parce qu'on vient le visiter et c'est un endroit d'un silence incroyable. Quand on est une ou deux personnes, on nous ouvre, on va. Et c'est vrai qu'il est extraordinaire en tant qu'expérience architecturale spatiale. Surtout quand on nous a expliqué d'où il vient, ce qu'il est fait. Donc là, il y a un soin, il y a une attention. C'est vraiment... c'est très apaisant quand on le voit. Mais il n'est pas... il n'est pas en correspondance avec donc les gens peuvent pas, c'est comme s'ils n'étaient pas pour eux, c'est comme si l'architecture était pour elle-même et pour les éléments, le vent, la lumière, la pluie, pour qu'on nous raconte une histoire. Alors cette histoire, elle est extraordinaire, mais elle n'est pas dans le quotidien des habitants, ou pas de la même manière, pas comme c'était vu. Peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que pour leur imaginaire, cette architecture a créé quelque chose. Mais ça, il faudra aller voir sur place à ce moment-là. Comment est-ce qu'il y a une transformation de la pensée architecturale, ou peut-être que c'est de manière latérale, c'est-à-dire cette architecture existante, d'autres vont être modifiées. Mais ça c'est effectivement en étant sur place qu'on peut le voir, parce qu'elle est effectivement extraordinaire. En tout cas, c'est un des problèmes de ces questions d'architecture environnementale, écologique. Au Japon, à la fois, on sent qu'il y a tout un travail de recherche très approfondi, très finement mené d'un point de vue technique. Il y a aussi donc tout un ensemble de discours, d'intentions gouvernementales. Alors, est-ce que ça va au-delà des effets d'annonce? Mais quand même, réellement, il y a aussi tout un appareil législatif qui se construit depuis, vous l'avez montré, depuis longtemps, et qui devient maintenant assez conséquent, assez épais. Et le commun de la construction, vous avez parlé tout à l'heure de l'Allemagne, si on compare le Japon et l'Allemagne, le commun de la construction au Japon n'a encore pas intégré toutes ces questions d'isolation, d'économie d'énergie, d'utilisation donc des énergies passives ou renouvelables avec le solaire, alors que par exemple on a des hivers très ensoleillés sur toute la côte pacifique. On pourrait trouver des solutions, je pense, beaucoup plus intéressantes que le gaz ou le kérosène pour se chauffer. Le commun de la construction, même de sophistiqué, pas seulement les maisons individuelles construites par des constructeurs, reste absolument très mauvais en termes de performance énergétique. Donc, par exemple, à Waseda, je suis dans un bâtiment dans lequel j'ai emménagé, je me suis installée dans mon bureau, je me suis installée en 2014. Donc, c'est un bâtiment qui est neuf, qui fait 14 étages, avec les salles de classe, les bureaux, l'administration, bibliothèque, etc. C'est un bâtiment, il n'y a pas un double vitrage. Donc, il n'y a eu aucune prise en compte de ces questions-là dans un bâtiment qui a été construit, qui a coûté très cher, qui est très sophistiqué, qui a été construit par une grande entreprise de construction, par Taisei, et qui a moins de 10 ans. Donc, on a l'impression quand même que ça a du mal à s'enclencher, quoi. C'est pour ça que votre intervention est très intéressante, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui se font à différents niveaux.
Et ensuite, c'est voir comment comment ça colle. Oui, comment ça... Alors, il y a deux discours. Il y aurait le discours institutionnel et toutes ces lois et toutes ces contraintes. Il y aurait des agences avec des éléments manifestes que vous avez repérés qui sont importants en tant qu'éléments manifestes. Et puis, il y aurait peut-être au niveau local ou plus vernaculaire, peut-être d'autres choses qui se passent. Et à ce moment-là, peut-être voir d'autres travaux en croisant avec des chercheurs sur place sur les modes de vie. Est-ce qu'il y a des modifications pour reprendre un peu ce que M. Watanabe a évoqué tout à l'heure aussi, à partir de pratiques, à partir d'une économie et d'une écologie des gestes et du quotidien. Donc, je vais donc aujourd'hui parler de Gendai Bijutsukan, c'est-à-dire le musée d'art contemporain, et notamment la spatialité du musée d'art contemporain au Japon, à travers un exemple qui est le projet Art Towada et le musée d'art contemporain de la ville de Towada, Towada-shi Gendai Bijutsukan, au centre de la politique de revitalisation de la ville par l'art, Ato no Yuri Machi no Kaseika. Le musée d'art contemporain de la ville de Towada. Donc, je l'ai abordé dans le cadre d'une pratique des musées japonais contemporains au Japon comme ailleurs, internationalement. Le musée n'est plus défini seulement par ses collections qui se limitent à donner aux visiteurs des perceptions esthétiques, mais prend aussi un rôle social plus important. Son architecture et ses aménagements muséographiques laissent place à une narration ouverte et mettent en valeur sa fonction sociale. Les thématiques d'exposition interdisciplinaires et transculturelles visent à mettre en valeur les influences et les liens culturels par les interactions entre l'espace muséographique et les œuvres exposées. Notamment, les musées d'art contemporain sont d'une grande diversité, devenus des champs d'expérimentation architecturale qui s'intègrent à la ville et où l'implication du visiteur est devenue essentielle. Ceci, on peut le constater tout particulièrement au Japon. Voilà. La ville de Towada, Towada-shi, est une ville du nord de l'île de Honshu, dans la préfecture de Aomori, une ville récente fondée à l'ère Meiji, formée de la réunion de plusieurs villages, dont l'économie est portée par l'agriculture, notamment la riziculture. La ville a été rebaptisée Towada en 1956 et elle avait en 2018 62 000 environ habitants. C'est une ville construite selon un plan hippodamien, comme vous voyez dans la photo dans l'image de gauche, avec des rues rectilignes et des îlots réguliers. La largeur de la rue principale est de 16 mètres. En dehors des édifices publics construits à partir des années 60, il ne semble pas y avoir de patrimoine architectural ancien à conserver. Donc, je serais ravie si quelqu'un a des informations là-dessus. Donc, en dehors des grandes villes, donc, le musée peut être aussi vu comme un moyen de raviver la vie communautaire au centre de la politique de revitalisation de la ville par l'art, Ato no Yuri Machi no Kaseika. Donc, c'est le cas à Towada, où le musée d'art contemporain est construit en 2008 pour accueillir événements et expositions, réévaluer une zone négligée de la ville et participer au développement de la communauté locale. C'est un musée d'art contemporain exemplaire par sa conception et son architecture, les espaces muséographiques et les dispositifs spatiaux de mise en exposition. Le projet Art Towada
dans le cadre duquel le musée s'est construit. Et donc, se déploie autour de Kancho Gaidoli, littéralement rue des bureaux gouvernementaux, rue principale emblématique de la ville, longue de plus d'1 kilomètre. Dans la rue se trouvent la mairie, les bâtiments administratifs, l'hôpital, les coopératives agricoles, la chambre de commerce et d'industrie, la caserne des pompiers et le commissariat, donc beaucoup de services dans cette zone de la ville. Suite à la diminution de la population et au regroupement de plusieurs entités administratives, des terrains de propriété publique dans le centre-ville, en bordure de la large avenue Kanchogai-Doli, sont devenus disponibles. Au lieu de vendre à des propriétaires privés, la ville fait le choix de promouvoir le développement culturel par l'installation d'œuvres d'art en plein air. Et en 2002 est lancé le concept d'Art Towada. Le projet d'Art Towada et le musée d'art contemporain sont une commande publique. Donc, il s'agit donc d'un projet et d'un musée municipaux. À ma connaissance, d'autres projets similaires avaient été faits précédemment, mais surtout financés par des fondations privées. Donc, c'est un des aspects intéressants de ce projet. L'objectif du projet était d'offrir de nouvelles expériences à tous à travers l'art et à encourager la créativité, tout en fonctionnant comme un centre culturel citoyen, contribuer à la revitalisation urbaine, favoriser les échanges entre les personnes et soutenir les actions citoyennes au sein d'une organisation de type participatif. Et ici, donc, dans l'image, vous voyez la position du musée d'art contemporain au nord de Kanchogai Street, enfin au nord, au-dessus, dans la photo au-dessus de Kanchogai Street, et en bas, de l'autre côté de la rue, il y a la place des Arts où effectivement sont exposées les sculptures à l'extérieur. Donc, on voit, donc ce sont les deux éléments principaux du projet. Art Towada. Une installation, le projet, c'est une installation ouverte qui ouvre de nouvelles expériences à travers l'art. L'exposition extérieure présentant l'inconvénient majeur de limiter le choix d'œuvres aux seuls matériaux supportant les intempéries et les températures hivernales, la municipalité envisage la construction d'un musée comme un monument et un point de repère qui signalerait l'entrée de la ville par son architecture imposante et dynamique. C'est un musée exemplaire par sa conception et son architecture, ici tel qu'est vu du musée. Le musée de Towada est un exemple fort de projet architectural conçu à partir des œuvres et avec les artistes. En réponse à la demande d'établir une communication forte avec la ville, Nishizawa, l'architecte, propose des salles séparées par des couloirs, et où les œuvres présentées dans les salles du musée entrent directement en dialogue à travers les grandes façades vitrées avec la ville et la rue. Les musées gardent une présence forte dans la ville, de jour comme de nuit, par ses ouvertures et transparences, et la nuit par des projections dynamiques sur le volume du bâtiment. Le musée est comme une petite ville où les visiteurs vont d'une maison à une autre en découvrant les œuvres d'art dans un environnement urbain. L'objectif de l'architecte, depuis les choix des types de structures de l'édifice jusqu'à la qualité de l'éclairage, est que les bâtiments puissent favoriser une relation étroite entre l'architecture et l'art. L'idée est aussi de permettre la mise en place de plusieurs activités civiques et toute la ville s'implique et participe activement au projet. Une fois le plan directeur approuvé par le gouvernement japonais, à partir de juin 2005, se tient un concours d'idées pour le musée.
Parmi les nombreuses propositions, dont quelques-unes particulièrement intéressantes, le projet de Nishizawa Ryue gagne le concours. Nishizawa est donc un des deux associés du groupe Sana, qu'il a fondé donc avec Sejima Kazuyo, et les deux, donc le groupe Sana, les deux ont construit le musée du 21e siècle à Kanazawa, projet célèbre, et ont eu le prix Scared Prize en 2010. Ici, je présente le plan et les coupe élévation du projet final. On voit que c'est un projet relativement simple en volume, mais comment dire, c'est un choix effectivement de faire un projet simple. Ça correspond aussi au style d'architecture auquel l'architecte est habitué, et on verra un peu plus loin. C'est un projet local et international à la fois, où des œuvres d'artistes japonais et du monde entier entrent dans la composition de l'architecture du nouveau musée. Le projet architectural est conçu à partir des œuvres et avec les artistes, c'est-à-dire l'architecte se base sur les œuvres et entame un dialogue dès la phase de projet et d'études préliminaires, entame un dialogue avec les artistes et essaye d'insérer autant que possible les œuvres d'art d'une façon un peu insolite, différente que dans les musées en général. Par exemple, ici, est le hall d'entrée billetterie en haut à droite, est aussi une œuvre permanente commandée par le musée. D'ailleurs, plusieurs œuvres d'art du musée sont des commandes qui ont été passées assez tôt dans le planning, et ce qui a permis à l'architecte de travailler justement avec les artistes et à partir des œuvres. Donc, l'œuvre est donc le plancher imprimé en rayures de couleur. La même chose dans la photo en bas à droite, le café accueille au sol une œuvre d'un autre artiste, Michael Lin. En haut, c'est Jim Lambie, donc des artistes contemporains qui ont participé au musée, et c'est seulement quelques exemples. À gauche, d'autres vues d'espaces extérieurs et interstitiels du musée. Donc ici, on voit comme le musée, comme le projet du musée a été étudié autant avec les œuvres et avec les artistes, mais autant en essayant de proposer la possibilité d'accueillir plusieurs types d'activités. Vous voyez les croquis en bas. D'ailleurs, un numéro de plot 4 de GA en 2013 est dédié au travail de Nishizawa Ryue et présente amplement ce projet. Le musée regroupe donc des espaces destinés à l'exposition d'œuvres d'art contemporain et à des activités communales. L'architecte a mis l'accent sur la possibilité d'ouvrir l'édifice à la ville et d'accueillir des activités à l'extérieur comme à l'intérieur. En plus de l'exposition permanente, son programme comprend des salles de conférences, des ateliers, un café, une bibliothèque, des salles d'exposition et des salles pour les activités communales. Un espace d'activité est disponible pour les activités civiques et pour promouvoir donc les échanges musée-ville. Ce qui est réalisé, c'est donc une architecture ouverte et transparente qui intègre l'art et l'architecture en relation avec l'environnement et le paysage urbain. Les espaces muséographiques dialoguent à travers les grandes façades vitrées avec les œuvres exposées à l'extérieur sur la place des Arts. Le musée est d'une muséographie exemplaire. Voilà une des raisons pour laquelle je l'ai choisi pour le présenter.
pour la visibilité et la mise en valeur des œuvres, ainsi que pour son traitement des parcours de visite et l'usage de la lumière. L'architecture du musée réintègre des aspects de la spatialité japonaise de l'architecture prémoderne en bois. C'est ici, donc c'est un des aspects que j'ai étudié, comment les musées aujourd'hui s'inspirent de cette spatialité traditionnelle japonaise. Et notamment, on retrouve au musée, et en particulier dans ce musée, l'articulation des espaces, les traitements de la lumière, la progression qui est la progression dans l'architecture, qui est, comment dire, un élément en commun, un aspect commun au musée où effectivement la visite se fait en progression aussi. Donc toujours des espaces en mouvement, espace-temps. Par exemple, la hauteur de couloir. Alors, attendez, je reviens sur les couloirs. Voilà, à gauche, par exemple, on voit un des couloirs, en gauche en bas. La hauteur de couloir est de 2,30 m, proche de la hauteur de l'engawa, la terrasse couverte, véranda, des maisons traditionnelles, qui est de 2,40 m. Donc, les critiques du côté des architectes comme des conservateurs de musées d'art contemporain sont positives et unanimes. Les musées reçoivent plusieurs prix et est largement publié. Les directeurs du musée Mori commentent ce musée. Le musée est une série d'expositions personnelles dans des salles séparées où chaque œuvre est vue individuellement. Les œuvres sont attrayantes, suscitent curiosité, surprise, joie et émotion chez les visiteurs. Les thématiques sont la nature, l'humanité, l'environnement naturel, les réalités sociales actuelles. L'art contemporain va au-delà de la représentation du beau et interroge le public sur les enjeux de la société d'aujourd'hui et demain. Ce sont des éléments qui sont très évidents dans ce musée et qui sont aussi communs au musée d'art contemporain au Japon. Comme déjà mentionné, les œuvres d'art, plusieurs des œuvres d'art ont été commandées pour les musées et sont en principe exposées en permanence. Donc, à droite, en haut, on a par exemple une grande sculpture de 4 mètres de haut, la femme qui est représentée là. Donc, à gauche, on a aussi une installation, une mise en exposition qu'on ne pourrait pas faire n'importe où dans un musée normal, dans un musée où on arriverait, dans un musée déjà construit, disons. À gauche, par exemple, le phoque, le phoque est entre cette pièce et la pièce au-dessus. Et le visiteur est encouragé à monter sur la table et sur la chaise pour passer sa tête dans le trou et pour voir ce qui se passe au-dessus. Donc, il y a des idées originales et ceci a été possible à cause, par le travail accompli par l'architecte avec les artistes. Chaque artiste s'est vu attribuer une salle reliée aux autres par un seul parcours, par des corridors vitrés. L'on progresse dans l'espace et l'on peut accéder à chaque œuvre dans son propre, dans son propre environnement, avec la lumière et les sons qui les accompagnent. Les œuvres et l'architecture ont été conçues en même temps, en contact avec l'artiste. L'artiste a suggéré les dimensions de son espace, aussi bien que la taille et les positionnements des fenêtres et ouvertures, en tenant compte, c'est le cas par exemple, on voit bien dans les œuvres en haut à droite et en bas à gauche, en tenant compte de la lumière aux différentes heures du jour. Des œuvres ont été aussi créées par les artistes
dans les espaces interstitiels, c'est-à-dire entre les boîtes où elles sont visibles par les couloirs, par exemple par les couloirs vitrés. Et donc, le musée est toujours, et les œuvres évoluent toujours entre intérieur et extérieur. Toute forme d'art contemporain est présente dans le projet Art Towada, c'est-à-dire des œuvres d'art et des objets, de l'art public, du land art, de l'art spécifique au site, site-specific art, des installations artistiques interactives, réalité virtuelle immersive et d'autres. Ce qui est particulier à ces musées et qui est effectivement un peu plus courant dans les musées d'art contemporain par rapport aux musées qui exposent des œuvres patrimoniales et donc protégées. Les visiteurs peuvent voir les œuvres, les toucher, interagir et même entrer dans les œuvres. Ici, par exemple, on voit sur la droite, il y a un escabeau qui permet effectivement de rentrer au milieu des ballons dans cette œuvre. Le public donc peut entrer dans les œuvres, interagir dans d'autres façons. Donc ici, c'est un exemple. À propos de ce musée, un architecte dit, donc Igarashi Taro, architecte et critique d'architecture, dit c'est un dialogue entre l'art, l'architecture et l'environnement, donc la ville dans ce cas. Donc, la façon, donc je cite ses propos, je paraphrase ses propos. La façon dont le musée s'ouvre largement et sans entrave sur la rue Kancho-gai-dori, montrant ainsi les espaces intérieurs, est tout simplement sans précédent. Ici, l'on ne trouve rien d'extraordinaire, juste un assemblage de cubes blancs et en même temps, les proportions et les positionnements des ouvertures créent une relation unique entre les œuvres et les paysages urbains. Ces critiques mentionnent aussi une intégration optimale du programme et des contraintes. Une réponse, l'architecte donne une réponse adaptée aux besoins de notre temps. Et notamment, il parvient à dépasser l'idée de musée comme temple de la culture, idée longtemps rejetée et débattue au cœur de l'art contemporain. Et dans ce cas, donc, il la dépasse. Par la participation de la ville et des habitants, on a dit qu'il s'agit d'un projet participatif. Les musées deviennent ici un acteur de la vie sociale. Les frais d'entrevoir les salles d'exposition et les œuvres même depuis la rue et les voitures a changé l'image de la vie de la ville aux yeux de ses habitants. J'ai dans une interview avec un conservateur que j'ai réalisé en 2014, donc le musée ayant ouvert 6 ans avant, en 2008, les conservateurs mentionnés comme le public a pris conscience seulement au fur et à mesure, pas immédiatement, mais au fur et à mesure de l'aspect social de l'institution. D'après un sondage annuel auprès des étudiants universitaires de Towada, en 2014, le musée résulte pour la première fois comme l'endroit où, naturellement, ils amèneraient leurs amis et invités en visite dans la ville. Des concours photographiques se tiennent régulièrement à Towada et l'on voit apparaître dans les photos de plus en plus des vues d'architecture et d'œuvres d'art, preuve d'un changement de regard des habitants. Pour ce qui est de l'audience du musée, 60% des visiteurs sont des habitants locaux. Les autres, parmi les autres, il y a des touristes de partout dans le monde
et beaucoup d'architectes et beaucoup d'étudiants en architecture attirés par donc, la qualité du musée qui est connu internationalement. Donc, on a dit donc que le musée fait partie de ce projet, du projet Arto Wada, donc dans la place en 2010 ouvre la place des Arts, musée de plein air, jardin des sculptures et parc urbain. Appelée la petite fille qui fait partie donc de l'œuvre Love Forever Singing in Towada de Kusama Yayoi, s'appelle Anako-chan et symbolise, vous la voyez à droite, et symbolise la relation sociale du musée avec la communauté et la ville. Parmi les activités du musée en direction d'une grande participation des habitants, l'on peut citer bien évidemment des visites et conférences dans les salles d'exposition, ce qui est une activité tout à fait courante, disons fréquente dans les musées. Mais aussi, le musée organise tous les ans une exposition dans les arcades de la rue marchande voisine. Les boutiques de la rue commerçante agencent également leurs vitrines en s'inspirant des œuvres présentées au musée. Et parfois, les artistes exposés acceptent d'exposer quelques œuvres, exposées au musée, acceptent d'exposer quelques œuvres dans les vitrines des magasins. L'intervention de la ville donc, et le lancement de Arto Wada comme projet artistique de revitalisation de la ville semble avoir réussi à inverser la tendance au déclin. Le centre d'art a suscité un intérêt général et obtenu de nombreuses récompenses, attiré toute une vague de tourisme, surtout culturel et architectural. Donc, dans la même, sur la même vague, autre preuve du dynamisme de la ville de Towada relancée par les projets Arto Wada et le musée d'art contemporain, d'autres bâtiments publics ont été construits en 2015 par des architectes très connus. Donc, la bibliothèque publique et centre d'éducation à droite de Ando Tadao et à gauche le centre civique et culturel Towada City Plaza de Kumakengo. L'architecte, par ailleurs, l'architecte du musée, Nishizawa Ryue, qui avait construit le musée à Kanazawa avec Sana, sera sollicité pour construire d'autres musées en solo, c'est-à-dire en son nom. Les musées Senju Hiroshi à Karuizawa, qui est un projet élaboré à deux mains par le peintre et l'architecte, et successivement le musée de Teshima, un musée-installation sur l'île de Teshima dans la mer intérieure de Seto, un musée d'installation conçu avec l'artiste Naito Rei autour d'une seule œuvre-installation, ou une œuvre qui est une installation. Voilà. Donc, ici, l'évolution du musée et des collections de 2008 à 2022. À l'origine, le musée présentait 38 œuvres de façon permanente. C'est un nombre très réduit puisqu'il s'agit souvent d'installations, donc des œuvres de grande taille, et chaque œuvre avait une salle. Donc, présenter 3 expositions par an dans des petites salles d'exposition temporaires, mais avec quand même une certaine flexibilité, puisque les petites salles pouvaient communiquer avec les espaces d'expo temporaires permanentes. Toutes les salles pouvaient avoir lumière artificielle ou naturelle.
Par contre, le musée ne pouvait pas, et je ne suis pas sûre qu'il le puisse aujourd'hui, présenter des œuvres en papier parce que les conditions de température et humidité ne sont pas tout à fait respectées. Ils n'ont pas eu la possibilité de mettre en place des systèmes d'air conditionné répondant aux contraintes du musée. Le musée n'a pas de collection en réserve. Le personnel en 2014 était de 8 personnes permanentes, plus évidemment des engagements de personnel local à l'occasion d'expositions et d'événements. L'évolution du musée et de l'exposition était envisagée dès le départ et donc en 2020, entre 2020 et 2021, a lieu l'exposition du 10e anniversaire de Art Towada avec un nouvel espace d'exposition extérieure Place des Arts. Le musée a une mise à jour et extension de la collection permanente par l'acquisition de nouvelles œuvres. Donc, vous voyez ici une œuvre de Leandro Erlich, donc un artiste argentin. L'œuvre s'appelle Bâtiment et cet artiste est le même qui a réalisé la célèbre piscine de Kanazawa. Qui est un des éléments, comment dire, une des œuvres plus célèbres de ce musée, autant célèbre du XXIe siècle. Donc, voilà, donc l'exposition des premières œuvres, des nouvelles acquisitions, vient de se faire. Elle était prévue pour 2020-2021 et ça vient juste, je crois qu'il y a encore quelques semaines, on pouvait voir l'exposition du 10e anniversaire. Jusqu'à janvier, justement. Donc, en conclusion, l'architecture et pour revenir à l'architecture et spatialité du musée d'art contemporain, d'un côté, le musée d'art contemporain a vu dans les années 90, au tournant du siècle, l'émergence de site-specific art spécifique au site, comme dans le musée Nagi, par exemple, de Isozaki Arata, une architecture qui intègre l'architecture et l'œuvre d'art. Aujourd'hui, le Towada Gendai Bijutukan donne l'exemple d'un musée d'avant-garde avec des installations d'œuvres d'art complexes réunissant divers objets et techniques, mais surtout à Towada. D'un côté, la ville voit la nécessité de s'impliquer dans la vie culturelle et et promouvoir la participation des citoyens à la culture. De l'autre côté, les musées ressentent la nécessité de contribuer à la vie sociale en essayant de faire vivre le musée avec la communauté locale, tout en restant ouvert aux publics nationaux et internationaux. Porté par la pratique des collaborations artistes-architectes, l'art contemporain et les installations sont aujourd'hui au musée autant que dans le tissu urbain, se diffusant ainsi dans la ville de façon capillaire et contribuant à la préservation du patrimoine urbain. Parfois, par exemple, c'est ce qui se passe dans le village de Onmura, dans l'île de Naoshima, où les maisons anciennes ont été restaurées grâce à l'installation, en parallèle à l'installation dans ces maisons d'œuvres d'art contemporain, ce qui a permis, et là il s'agit d'un projet privé, donc j'insiste, ici c'est un projet, une commande publique.
Donc, le musée de Towada est un musée d'avant-garde présentant objets et installations, œuvres d'art complexes réunissant des techniques variées et installations faisant appel à plusieurs matériaux et médias. Les musées, donc comme conclusion, les musées japonais développent des modalités propres de création et de construction de l'espace par un travail de simplification et de synthèse en reprenant les pratiques spatiales de l'architecture prémoderne, donc dans l'utilisation de la lumière etc. Construire en revisitant la tradition est la manière spécifiquement japonaise de faire revivre le patrimoine dans l'architecture et l'espace du musée. Cette attitude est visible notamment par le respect de l'environnement, l'emplacement dans le site et le choix des matériaux, l'intimité du rapport intérieur-extérieur, le parcours et l'articulation des espaces. Alliant esthétique et fonctionnalité, qualité architecturale et muséographique et conservation des œuvres, les musées et aménagements muséographiques contemporains au Japon, dont l'exemple que je viens de vous proposer du musée d'art de Towada, se révèlent ainsi des réalisations exemplaires et cohérentes qui expérimentent avec succès une architecture d'interrelation complexe dans une vision du monde ouvert aux visiteurs, aux sensations et au monde. Merci beaucoup, Giada, pour cette présentation qui donne envie de partir immédiatement à Towada. Et donc, je vais passer la parole à Nathalie Simoneau. Merci beaucoup, Giada Ricci, pour cette conférence que j'ai trouvée absolument passionnante d'un musée que je ne connaissais pas et qui vraiment renouvelle complètement le rapport entre le musée et l'œuvre d'art et les rapports au public. Ça, on voit, c'est un point très fort de ce projet et je suis ravie, grâce à vous, de le connaître. Alors, j'ai noté beaucoup de choses, mais je vais peut-être concentrer mes remarques et mes questions autour de 2 points. Le premier concerne le rôle social du musée, puisqu'on voit qu'il est au cœur même de ce projet de revitalisation à la fois urbaine, mais aussi d'une vie sociale de la ville. Alors, le rôle social du musée est faire en sorte que le public, voire le grand public en général, s'intéresse à l'art. Ça, on voit en France, pour le cas français que je connais mieux, ça remonte déjà à l'entre-deux-guerres, voire même avant. Et ça s'est ensuite renforcé au fur et à mesure de l'évolution. Qu'en est-il au Japon, justement, de ce rapport entre le musée et sa mission de rôle social? Est-ce que ce musée vraiment est outre son rapport à la collection, etc., et la manière dont il a été créé, est-ce qu'il y avait déjà avant une vocation sociale affirmée dans les musées japonais et savez-vous à quand ça remonte à peu près? Merci Nathalie de cette question. En effet, je pense que c'est un musée assez unique dans le fait que la commande, c'est dans le fait que c'est un musée municipal et que la commande, donc, c'est un projet financé totalement par la ville. Et il y a d'autres cas de musées qui donc, disons, expérimentent ce rôle social du musée, mais c'est notamment dans le cadre de projets privés et financés de façon privée. Je pense qu'il y a... je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres exemples. C'est celui qui m'a frappé le plus. J'ai étudié en effet les origines du musée, donc l'époque Meiji, où le musée était construit selon le modèle occidental. Et j'ai délaissé le XXe siècle où les musées ont quand même une évolution
expression qui n'est pas particulièrement originale, mais j'ai repris donc les musées japonais à la période où effectivement l'architecture, notamment dans les musées d'art contemporain, reprend de plus en plus des aspects de la spatialité de l'architecture japonaise. Par contre, en ce qui concerne le musée comme acteur de la vie sociale, je n'ai pas d'autres exemples à proposer. Il y a d'autres projets intéressants, mais c'est le seul où je vois vraiment cette participation aussi importante, cette implication aussi importante de la ville et des habitants. Parce que, en fait, le musée a été vraiment, le concept du projet Art Toward et du musée et de la place des arts, donc, est vraiment de faire participer la ville, de faire participer les habitants. Et donc, il y a eu beaucoup de communication dans ce sens. Et donc, c'est un projet, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est un projet qui arrive à être local et international à la fois. Et donc, c'est cet aspect qui est le plus intéressant. Et l'architecture contribue à cet échange, parce qu'il est vrai que dans le musée, on est à l'extérieur, dans la rue. Dans la rue, on est presque dans le musée. Et c'est quand même un cas également unique de ce type de projet. Autrement, effectivement, je n'ai pas d'autres projets qui aient un rôle aussi important dans la vie sociale. Voilà. Oui, merci. En fait, ça me fait penser à ces musées de plein air qui se sont développés notamment après-guerre en Europe et dans les pays scandinaves, qui prévoyaient un partage de la collection entre l'intérieur et l'extérieur. Mais néanmoins, on était encore dans une forme de musée classique avec un périmètre défini au-delà duquel on ne pouvait pas, n'importe qui ne pouvait pas déambuler dans les collections en plein air, puisque c'était quand même l'espace du musée. Donc là, on franchit un seuil très important visant aussi une forme de désacralisation de l'art pour le rendre accessible à tous. Alors justement, sur la collection, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est un musée qui est construit, enfin, le musée et les œuvres sont conçus en même temps. On le voit bien sur certaines œuvres, le sol de l'entrée ou même d'autres dispositifs, le phoque, etc., où en fait l'œuvre est produite pour le musée. L'œuvre ne préexiste pas au musée, comme c'est le cas souvent, mais l'œuvre est conçue pour le musée. Alors, ça m'amène à la question suivante, c'est est-ce qu'on a convoqué, enfin, quels sont les artistes que l'on a convoqués pour faire ce travail? D'abord, est-ce que ce sont des artistes locaux? Mais je ne crois pas, en fait, c'est des artistes internationaux. Mais surtout, est-ce qu'on a choisi... Est-ce qu'on a choisi les artistes parce qu'on leur a proposé le projet, ils ont souscrit, ils ont dit oui, je vais vous produire une œuvre pour ce musée, ou est-ce qu'on a aussi choisi des artistes en se disant, bien, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de mettre une œuvre de Louise Bourgeois, par exemple, dans le parc. Enfin, vous voyez, est-ce qu'il y a des œuvres qui préexistaient qu'on a absolument voulu intégrer dans la ville, ou est-ce que c'est uniquement des œuvres conçues pour le musée? Le musée a commandé un certain nombre d'œuvres qui ont été à la base du projet, c'est-à-dire que le projet architectural était élaboré avec un certain nombre d'œuvres et effectivement, je pense que pour ces œuvres-là, le choix était effectivement d'artistes internationaux qui étaient connus et qui pouvaient effectivement attirer
au musée un public international. C'est donc un musée d'art contemporain. Les musées d'art contemporain sont par définition internationaux et ont besoin de ce type de figures pour attirer du public. Autrement, je sais qu'il y a, là je n'ai pas en tête tous les noms des artistes, mais il y a des artistes japonais qui ont participé, qui ont donc des œuvres à l'intérieur du musée. Il y a des salles où c'était évidemment très très sombre, je n'ai pas pu prendre des photos, donc il y a également donc des artistes japonais et locaux. Il y a notamment dans les dernières œuvres achetées, il y a 2 œuvres d'artistes japonais dans les nouvelles acquisitions. Une des œuvres est une œuvre inspirée par le lac Towada, donc une œuvre inspirée localement, qui présente des filets de pêche et un bateau, un travail de filets de pêche et un bateau. Et l'autre est un cerf, enfin c'est à la base un cerf, mais ce sont des œuvres qui effectivement, s'inspirent localement. Donc, les artistes sont donc japonais, une partie d'artistes internationaux qui sont un peu à la base du musée d'art contemporain et de sa possibilité d'audience. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai beaucoup de questions, mais je vois que le temps passe. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais allez, je me lance dans une dernière question. Puisque ces œuvres sont en plein air et accessibles et même le public peut entrer dedans, hein, on peut les toucher, etc. Quelle protection est mise en place? Comment on envisage la pérennité de ces œuvres dans le temps, sachant qu'elles sont soumises à une usure un peu plus importante qu'une œuvre d'art que l'on ne touche pas? Alors, justement, je vais vous montrer l'exemple plus flagrant, qui est cette œuvre de Michael Lynn, qui est au sol. Elle était imprimée au sol et donc elle est dans le sol de la cafétéria, qui est aussi boutique, qui est aussi bibliothèque du musée. Et donc un exemple. L'autre exemple est ici, donc à nouveau la billetterie et ici à nouveau le sol et l'œuvre. Donc, ce sont des œuvres permanentes, mais dès le départ, les artistes ont accepté que ces œuvres soient usées par le temps, usées par le passage, et qu'elles fadissent et même elles disparaissent presque avec le temps. Ça me fait penser d'ailleurs à l'exemple de photos de Sugimoto Hiroshi qui sont exposées au musée Benesse à Naoshima, où les photos qui sont des photos typiques de Sugimoto sont exposées à l'extérieur. Et elles sont dans des boîtes un peu étanches, mais pas complètement, boîte en plexiglas, pas complètement étanche. Mais l'idée du photographe était justement que les éléments, la pluie, le vent, le gel, pénètrent à l'intérieur des boîtes et qu'abîment les photos, qui vont aussi disparaître avec le temps. Donc apparemment, et c'est un artiste japonais, un photographe japonais, et je pense que cette notion, je l'ai retrouvée dans plusieurs exemples de musées au Japon, dans plusieurs exemples d'œuvres au Japon, cette idée donc de l'éphémère, de la disparition de l'œuvre d'art et qu'on peut accepter dans le musée, dans un musée d'art contemporain, pour des artistes qui acceptent ce type de renoncement et de vieillissement, mais qu'on ne peut pas imaginer pour des œuvres patrimoniales, pour des musées, disons, plus classiques, ou effectivement, qui sont nés effectivement pour la conservation, préservation des œuvres.
On en revient à la question, à la notion de la durabilité ou de la non-durabilité. Qu'est-ce que le durable? Absolument. Et dans l'art Absolument. aussi. Hein. Euh, Oui. je voulais passer la parole à Catherine. Catherine, tu as des commentaires? Oui, j'avais une question. Merci beaucoup, Giada, et merci beaucoup, Nathalie, pour les questions et commentaires. J'en avais une qui va un peu dans le sens précédent. Je me souviens, quand j'ai visité le musée à Kanazawa, qu'il y avait là aussi une importance grande donnée aux habitants. Donc, il y avait leurs salles, il y avait des associations, il y avait les présentations d'Ikebana. Donc, il y avait une grande activité qui était présente dans le musée et qui était prévue dès le départ. Il y avait aussi, là aussi, les salles sont un peu différenciées avec l'importance des couloirs. Et mon expérience de visite du musée m'a montré qu'il y avait des atmosphères très différentes, des modes même corporels qui étaient différents selon qu'on venait dans les salles où il y avait les habitants qui faisaient leur présentation, qui se rencontraient, qui étaient dans une sorte d'habitude, et les visiteurs du musée. Et on pouvait un peu se croiser, mais on pouvait également complètement s'ignorer. C'est-à-dire que les internationaux n'allaient pas forcément parler au japonais, et les japonais n'allaient pas parler au japonais. Ou en tout cas, même si dans le couloir on se croisait, c'était quasiment deux mondes qui étaient présents. Et les Japonais qui visitaient l'exposition, le musée, étaient des gens qui venaient d'ailleurs et qui venaient voir le musée, effectivement, pour l'architecture et ensuite pour les œuvres ou pour y déjeuner. Donc, j'avais vraiment ce sentiment comme ça qu'il y avait l'imbrication de deux modes de relation, aussi bien à l'architecture elle-même, à ce qui peut s'y passer, que le lien à la ville. C'était deux choses. Et donc, ma question par rapport à ce musée et à son concept et comment il a été fait, sachant que donc il y a quand même une relation assez forte au niveau de la conception, est-ce que c'est la même chose? Alors, je remercie Catherine. Et le musée de Kanazawa, je ne l'ai pas cité pour son rôle social parce que le musée est au départ, c'est un musée d'art contemporain que j'appelle de première génération, disons. C'est-à-dire que l'ouverture vers la ville était une volonté qui venait en second plan par rapport à l'exposition de l'art contemporain. C'est un musée qui était ouvert en 2004, donc quelques années avant. Donc le même architecte, un des deux architectes de Kanazawa, donc du musée du XXIe siècle, est architecte du musée de Towada. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Kanazawa aussi, le rôle social du musée évolue avec le temps, alors qu'au départ, c'était surtout l'exposition d'artistes internationaux qui primait, mais l'espace offrait quand même des possibilités de présentation et de rencontres, etc. Et dans les dernières expositions que j'ai pu voir ou dont j'ai entendu parler au musée de Kanazawa, il y avait effectivement beaucoup d'actions avec les industriels de l'industrie, je crois que c'est l'industrie du textile à Kanazawa, autant donc d'actions locales que d'actions internationales, ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà, donc l'évolution semble être dans ce sens, dans un musée qui était précédent à celui de Towada, où c'est déjà un pas en avant, quoi. Le rôle social, dans le cas de Towada, est vraiment prédominant, je dirais. Et voilà, ceci grâce à tous les intervenants, que ce soit donc administratif, l'architecte, les artistes, etc. Oui, puis peut-être aussi ce rôle municipal. Hein. Je pense que c'est important aussi de voir la différence entre un musée municipal, comme vous l'avez dit, et puis un musée plus qui est situé dans une métropole, mais aussi le rôle des conservateurs, parce que la personne à l'origine du musée à Kanazawa avait beaucoup insisté sur ces questions internationales.
Oui, 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 absolument. Oui, oui, bien sûr. Mais l'évolution du musée aujourd'hui va dans le sens du musée de Towada, où effectivement la ville a vraiment mis en premier plan le fait que les œuvres d'art doivent être sont là pour être objet d'expérience pour la communauté, pour les gens, et les 60% de visiteurs locaux me font penser qu'en 2014, au moment où j'ai visité le musée et interviewé les conservateurs, me semble assez, comment dire, un résultat assez intéressant. Peut-être, pardon, j'ai juste encore une chose, peut-être faudrait-il voir à ce moment-là, est-ce qu'il y a un billet d'entrée? Est-ce qu'il y a un billet d'entrée pour tout le monde, juste pour par exemple, pour aller à la bibliothèque, à la cafétéria, j'imagine qu'il n'y en a pas. Et les entrées, elles considèrent quoi? Est-ce que les entrées, c'est les entrées pour le musée avec les œuvres, ou est-ce que c'est les entrées voilà, qu'est-ce qui est comptabilisé dans les entrées? Il n'y a pas de billet d'entrée. Oui, ben oui, ce qui est logique. Voilà. Merci. Voilà. Oui. Oui, c'est une information importante. Hein. Ça change. Enfin, c'est très important pour le fonctionnement du musée, pour sa place dans la ville et dans la communauté. C'est vrai qu'on a quelques expériences dans le sens de musées gratuits, notamment à Londres. Les musées anglais sont gratuits, mais la chose est très, très objet de discussions, comment dire, tout le temps. Moi, personnellement, je suis vraiment pour. Je trouve qu'il y a vraiment, ça fait partie du musée qui doit de plus en plus prendre ce rôle social. C'est une façon pour que le musée puisse continuer à vivre. Les musées, encore il y a quelques années, étaient considérés comme des endroits poussiéreux et vieux, dont on n'avait plus besoin. Certaines personnes pensaient qu'on n'en avait plus besoin. Donc, c'est une chance que les musées d'art contemporain portent cette évolution des musées vers une plus grande ouverture au public. Et j'espère que et portent des expériences d'ouverture au public, que ce soit comment dire, des expériences qui après pourront peut-être inspirent déjà parfois des actions dans des musées publics, dans des musées qui présentent des œuvres patrimoniales. Qu'on arrive à une plus grande flexibilité, à une plus grande ouverture, là où c'est possible au musée. Parce qu'on a eu tendance dans les musées classiques à fermer complètement toute l'exposition à un moment pour protéger les œuvres justement patrimoniales, pour la conservation et la préservation. Mais il y a peut-être moyen d'introduire une plus grande flexibilité, c'est-à-dire moduler la protection en fonction des œuvres, etc. Donc moi, j'espère, comme spécialiste de musée, j'espère qu'on s'oriente dans ce sens. Alors, juste, je vois que Cécile Lally voudrait intervenir. Est-ce que Mickey ou Léo, vous pouvez activer le micro de Cécile Lally? Voilà, c'est bon. Oui. Ah, merci beaucoup. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié ta présentation, Yadea, qui est tout à fait passionnante, et ce projet aussi est tout à fait passionnant. Il mériterait de parler toute la soirée, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps, et donc je voudrais juste rebondir sur des choses qui ont été dites un peu plus tôt, sur le fait que notamment le groupe Goutai a fait, dès la fin des années 40, les premières expositions en plein air avec des œuvres qui avaient pour but d'être en interaction avec le public, et donc de vraiment avoir toute cette hiérarchie qui tombe entre les artistes qui seraient une élite et puis les œuvres qui seraient pour un public restreint, etc. Donc là, ils se sont installés dans des parcs pour faire des expositions temporaires avec leurs œuvres et ils ont vraiment mis des panneaux pour dire au public, allez-y, jouez avec, touchez, rentrez dedans. Donc, effectivement, on voit qu'au Japon, ça fait déjà un bail quand même que cette idée existe.
Et je voulais aussi rebondir sur le terme, parce que comme là, on est un peu dans la poursuite du vocabulaire de la spatialité, en fait, moi, le terme de Bijutsukan me gêne un petit peu, parce que je ne pense pas que ce projet, aussi super soit-il, soit représentatif du terme Bijutsukan. Et alors peut-être que je loupe quelque chose et qu'effectivement, il y a un tournant majeur qui se passe et voilà. Mais pour moi, il y a quand même une impression de branding qui se fait sur un projet socio-touristique et qu'on essaye d'y accoler le terme Bijutsukan parce que c'est vrai que l'art est beaucoup repris dans beaucoup de projets à but touristique, notamment en rapport à Cool Japan, Soft Power et compagnie. Et donc, on a plein de festivals d'art qui naissent à droite à gauche, mais est-ce que d'un point de vue artistique, vraiment, on est encore toujours est-ce qu'on est toujours dedans, quoi? Est-ce qu'on n'est pas juste dans du branding à un moment donné? Donc, c'est vrai que c'est des points qui sont très, très durs, bien sûr, et qui nécessiteraient une longue conversation, mais oui, vraiment, moi, ça me pose problème, ce terme de Bijutsukan dans ce projet, bien qu'effectivement, en le voyant, j'ai tout de suite envie d'aller visiter, je suis tout à fait d'accord. Oui, tu as introduit une question intéressante, de cette question aussi de l'art contemporain international, de l'architecture contemporaine internationale qui peut avoir un rôle pour attirer des touristes et attirer ensuite à terme des financements, etc., des installations. Giada? Oui, tout à fait. Et en fait, je rebondis aussi sur le fait que, par exemple, en 2010 ou 2011, je ne suis plus sûre, le musée d'art et d'histoire de la ville d'Achia donc a décidé, la politique municipale a décidé de rendre le musée plus familial, on va dire. Et donc, alors, c'est un musée où ils ont des collections d'artistes locaux très importantes de la période du début du XXe siècle, donc qui, au niveau de ces collections, ont vraiment un rôle important d'un point de vue de l'histoire de l'art. Mais évidemment, comme c'est un peu perdu loin, les personnes qui peuvent vraiment utiliser l'espace, ce sont les habitants locaux. Donc, ils ont voulu, il y a une politique municipale pour vraiment changer les activités, le type d'exposition, etc. Sauf que les conservateurs qui étaient là, ils étaient en charge des collections, et ce sont des collections patrimoniales. Et donc, en opposition à cette volonté municipale de faire un espace un peu communal pour tout le monde, les conservateurs ont tous démissionné d'un coup pour marquer le coup. Et donc, on est quand même dans une question qui moi, me titille vraiment, parce qu'on a des exemples contraires. Tu disais que aussi bien architectes que conservateurs qui ont parlé de ce projet étaient tous unanimement positifs. Moi, je suis un peu surprise de la part des conservateurs. Donc, alors, Giada, parce que le temps passe, c'est une discussion intéressante. Giada, si tu veux faire une réponse conclusion. Je vais faire une réponse conclusion, surtout que je te remercie Cécile pour ces questions, mais effectivement, tu soulèves évidemment beaucoup de points et la question de Bijutsukan, c'est la dénomination normale de musée d'art au Japon et on appelle Bijutsukan tout ce qui n'est pas musée d'histoire, musée encyclopédique, enfin il y a très peu de Hakobutsukan. J'ai étudié effectivement cette question, mais Bijutsukan est vraiment le nom courant du musée au Japon. Donc, sans musée d'art contemporain, enfin, différents types d'art en général. Donc, rapidement, les installations et l'art contemporain qu'on peut toucher, etc., bien évidemment, déjà dans les années 50, il y avait des expériences dans ce sens. Je considérais que ce musée Towada fait trésor et comment dire, fait le point à l'époque de sa construction et dans son travail avec les artistes sur les avancements sur cette question de l'art, disons, des happenings, des événements, de l'art périssable, etc.
Sur la question du projet commercial, je répète que c'est un projet de la municipalité, financé par la municipalité, et que c'est un projet, en fait, dont la raison est essentiellement économique. Donc, pour faire répartir la ville qui était en train de se vider de sa population, qui avait donc besoin d'un branding, qui avait besoin de retombées économiques, de tourisme. Donc, je pense que dans le cas de Towada, ce n'est pas un projet commercial, puisque les retombées sont pour la ville. Et je pense qu'on est loin du temps où les musées ont séparé complètement les musées et l'économie, donc où les musées étaient une opération tout à fait culturelle, intellectuelle, et de l'autre côté, il y avait les villes opérations d'argent, les biens matériels, etc. Et aujourd'hui, moi, je conçois personnellement que les musées ont le droit de gagner de l'argent s'ils veulent pousser en avant le musée, donc le faire évoluer, répondre à l'évolution de l'art aussi. Ceci dit, il y a plusieurs questions dont tu parles. Il y a évidemment plein d'exemples locaux que dans le cas de Towada, j'ai trouvé que plusieurs aspects étaient intéressants et la preuve, ce sont toutes vos questions. Et je remercie tout le monde de m'avoir écouté avec patience. Et voilà, donc... Merci beaucoup. Peut-être...